messieurs, bien le bonjour à vous tous et merci d'être toujours fidèles à nos programmes. Toujours heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi et jeudi matin durant la semaine. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 et puis ça Sahaïdkoum pour ceux qu'on n'a pas vus. C'est vrai que l'Aïd est passé, le week-end aussi et bien entendu beaucoup ont profité de ces fêtes pour voir bien sûr les amis, la famille et souhaiter une belle fête de l'Aïd. En tout cas, où on est très heureux de vous retrouver après ces fêtes. Eh bien, on va continuer avec notre programme, bien sûr. On va entamer, bien entendu, la saison estivale. Mais avant, il y a encore une fois beaucoup de choses à dire. Il y aura donc l'examen du baccalauréat. C'est aujourd'hui même. Donc, on va en parler aujourd'hui dans notre programme. Et surtout, on souhaite bonne chance à tous ceux qui passent le bac aujourd'hui. Et bien sûr, les parents qui s'apprêtent aussi à vivre de terribles, enfin, de bonnes épreuves peut-être, de bons souvenirs aussi, mais aussi beaucoup de stress. On va aussi en parler avec notre invité qui est un représentant de l'éducation nationale. Il viendra nous parler bien sûr de tout ce qui a été fait, toutes les mesures prises pour la réussite de cet examen du baccalauréat. Nous allons également parler et ouvrir une page histoire avec cette triste, célèbre et surtout célèbre date, 18 juin 1845, c'est les enfumades du Dahra. Nous avons donc diffusé sur Canal Algérie hier un documentaire de Ali Fatah Ayadi qui a donc retracé un petit peu les conditions d'enfumade, donc de nombreuses victimes algériennes par le colonisateur algérien. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons convié un professeur en histoire. Il s'agit de Hassan Ara pour revenir sur cette triste date anniversaire. Il sera là en tout début d'émission pour en parler en détail. Nous aurons également à parler aussi d'intoxication alimentaire. C'est l'été qui est là, qui s'installe et bien sûr avec son lot de problèmes d'intoxication alimentaire. Faire attention à ce que vous mangez, surtout à l'extérieur. Donc nous allons recevoir un vétérinaire surtout qui représente l'Institut Pasteur pour nous donner quelques conseils et surtout nous prévenir contre ces intoxications alimentaires. Nous aurons également à ouvrir donc la page tourisme avec notre invité. Monsieur Gouti sera notre invité pour parler de l'ouverture de la saison estivale. Les préparatifs bien sûr vont bon train. Nous allons également parler aussi d'une publication et surtout rendre hommage à ce jeune auteur qui a publié et surtout offert plusieurs ouvrages à des enfants malades le jour de l'Eid. Il sera là pour nous parler donc de cette nouvelle publication, un livre pour enfants intitulé Inès. On fera connaissance avec lui. Il sera aussi en présence donc de Lilia Benasser dans l'agenda culturel. On l'oublie pas, Lilia, chaque mercredi matin, elle est là pour nous donner les rendez-vous à ne pas rater et surtout on parlera également des rendez-vous musicaux puisque donc le 21 juin, c'est aussi la fête de la musique partout dans le monde et en Algérie également. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier ce moment passé avec vous. Et puis, on vous invite tout de suite à suivre la météo présentée ce matin par Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Les coquelicots sont là, mais non, on devrait montrer la plage, n'est-ce pas, Mina ? La plage et le soleil surtout. Il commence à faire bien chaud. Bonjour, Mina. Il commence à faire chaud. Bonjour. Comment ça va? Ça va. L'Aïd s'est bien passé? Très bien. Vous avez retrouvé votre café matinal? Oui. Oui. Avec les gâteaux aussi? Plus le café. Plus le café. C'est plus le café que les gâteaux. Sartek. Mais en tout cas, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, cette matinée sera marquée par quelques nuages bas sur l'ensemble des régions côtières et puis le soleil restera dominant tout au long de la journée à l'ouest et au centre. On notera quelques passages nuageux sur la partie est avec quelques orages sur les Aurès. Sur la partie sud, le ciel restera voilé. Sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Sahara oriental, dégagé sur le reste des régions sahariennes avec de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront de saison avec sur la moitié nord 31 degrés à Oran, on notera 30 degrés à Tlemcen, 33 degrés à Al-Bayad Naama, 28 à Alger, 29 degrés à Annaba, on notera 37 degrés à Gardaya, 39 à Hassim Saoud, Bachar, 41 degrés à Tindouf, 45 à Adrar, à Ain Salah et enfin 46 degrés. Ça sera la maximale à Borj Badi Moukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Londres, pluvieux à Dublin, Budapest, Bucarest, et puis un ciel plutôt dégagé avec quelques petits nuages, mais pas grand-chose.
À Paris, Bordeaux, Madrid, Lisbonne, Rome, Athènes. Un ciel plutôt couvert avec des averses à Oslo, nuageux à Helsinki. Côté Mercure, on montre à 25 degrés à Londres, 28 à Paris, 32 degrés à Bordeaux, 28 à Marseille, 33 degrés à Madrid, 31 à Lisbonne, 16 à Oslo, 19 à Helsinki, 28 à Varsovie, 28 également à Berlin, 27 à Prague, 31 à Budapest, 32 à Bucarest et enfin 30 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Sur le plateau, on l'accueille comme il se doit, notre invité. Il s'agit donc du professeur Hassan Arab. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes professeur en littérature, c'est cela? Oui, je suis chercheur et enseignant de littérature à l'Université d'Alger 2. Je suis spécialiste en histoire à la radio algérienne, à la Chatte 3. Tout à fait. On a toujours le plaisir de vous écouter le matin quand, bien sûr, vous retracez un petit peu l'éphéméride et ça nous donne en tout cas une bonne indication historique, datée avec les détails, etc. Alors vous vous êtes spécialisé depuis quelque temps donc, dans l'histoire surtout, oui. Journaliste en histoire, oui. Passionné déjà par ce que vous faites. Oui, parce que même mes travaux en littérature exigent également une connaissance précise des faits historiques, c'est-à-dire du contexte. Voilà, des faits historiques. Alors, en voilà un aujourd'hui qui va nous rappeler un petit peu et surtout nous situer dans l'histoire à travers aussi les affres du colonisateur français ici en Algérie. En 1845, ça a commencé bien longtemps et qui sont aujourd'hui considérés comme crimes contre l'humanité. Oui, crime contre l'humanité, c'est le cas de le dire. Il faut rappeler, avant donc d'évoquer cette date du 18 juin 1845, c'est-à-dire le jour des enfumades du Dahra, qu'il y avait une stratégie colonialiste à partir de pratiquement de 1832. C'est ça. 1832, l'armée coloniale a décidé donc d'exterminer la population algérienne. Le premier crime, le premier massacre au sens propre s'est déroulé dans la région d'Al-Harraj, à Alger, pas loin d'Alger, où une tribu complètement a été décimée vers le printemps 1832. Mais après, il y avait une autre stratégie, c'est-à-dire l'armée coloniale, avec la nomination notamment de Bugeaud vers 1840 en tant que gouverneur d'Algérie, voici qu'il développe une nouvelle stratégie. Cette stratégie consiste donc à isoler complètement la population locale algérienne, voire à l'exterminer.
C'est-à-dire c'est le début de ce qu'on appelle les guerres non conventionnelles contre les populations. Donc vers 1844, il y a eu la première enfumade. C'était dans la région de Chlef, les fameuses enfumades de Sbehat. Donc c'était le colonel, Cavaignac, Cavaignac, le premier à avoir donc utilisé ce procédé toujours dans la région de l'ouest algérien. Et bien sûr, ces affres ont été copiés et donc ils s'en vantaient même. Ils étaient encouragés. Oui, encouragés parce et félicités. Une année plus tard, suite donc au soulèvement dans un contexte un petit peu marqué par le soulèvement d'un lieutenant de l'émir Abdelkader qui était responsable de la région de Mostaganem, du Dahra. C'était Boumaza. Donc, et voilà que la tribu des Ouladriyah, qui étaient des fervents défenseurs donc, de la cause de Boumaza, ils étaient un soutien. Les partisans de l'émir Abdelkader également. Exactement. Donc, le général Bugeaud a ordonné d'en finir avec cette tribu. Donc, il avait même ordonné à Pélissier, qui était chargé de cette opération, de faire comme Cavaignac. C'est-à-dire de suivre ces populations qui allaient, parce qu'ils savent qu'ils ont un refuge, c'était donc rare, al-Fashih, dans la région du Dahra. Il leur a dit, c'est jamais ces populations vont prendre la fuite vers ces... Il faut les enfumer. Voilà. Donc Bugeaud lui-même avait encouragé. D'ailleurs, il y a même ce procédé. Une publication ou même des échanges, bien sûr, de lettres, de courriers, où c'est écrit « imiter carrément Cavaignac ». Il y avait une ordonnance. Dans l'enfumade, voilà. Exactement, il leur a dit « il faut faire comme Cavaignac. Il faut les enfumer. » Donc le 18, vers le 18 juin 1845, les populations, donc la tribu des Ladriyah, des femmes, des enfants, des vieux, des vieilles, des hommes, etc., ils ont pris la destination de ces grottes, le Dahra. Pour se protéger, pour s'enfuir, pour se cacher. Et puis le choix, c'était pas par hasard, parce qu'il y avait une sorte à l'époque, une sorte de code d'honneur. Donc ceux qui prennent ces grottes comme refuge, ils ont l'aman, ce qu'on appelle l'aman. Donc ils étaient pratiquement intouchables. Voilà. Donc les premiers à avoir violé ce code d'honneur, c'était Pélissier et ses militaires. Donc c'était la colonisation française. Ils ont essayé de négocier, quand même les populations, à un certain moment, ils ont essayé de négocier, ils ont exigé l'éloignement des militaires. Pélissier, parce qu'il était là pour en finir avec la tribu. Ah oui. Décider. Donc après 2 ou 3 heures de pourparlers, il décide donc de faire ce qu'il avait décidé de faire. Il avait décidé, donc ils ont ramené du bois séché, etc., devant l'entrée principale de la même grotte. Des pierres pour carrément boucher toute issue. Mais le procédé, c'était d'asphyxier les populations. Non pas de brûler. Non pas de brûler. C'était l'objectif était d'asphyxier ces populations. Donc ils allument le feu et le feu qui est consumé au moment même où il consumait le bois, les fumées pénétraient dans la grotte. Voilà. C'est comme ça que plus de 500, 600, donc on a plusieurs chiffres. Oui. On a au moins 3 chiffres. On a le chiffre de 500 morts, on a le chiffre d'un officier espagnol, d'origine espagnole, qui était avec Pélissier. Lui, il a avancé le chiffre de 760 personnes mortes. Donc entre femmes, enfants et hommes, femmes, enfants, et donc même les bœufs et les animaux ont fait partie de cette enfumade. Donc il y a un autre chiffre, le 3e, c'est 1000 morts, 1200 morts, qui a été avancé par les chercheurs algériens ces dernières années. Donc on a déjà
Donc cet événement reste quand même, c'était pas étonnant de voir, parce que la stratégie colonialiste à l'époque consistait à faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Donc Voilà. il fallait en finir Avec la population locale, avec les autochtones, voir et peupler avec de nouveaux venus. des colons pour Ah, pouvoir travailler la terre et bien sûr faire bénéficier la France, bien sûr, de ce grenier qui était un grenier. L'Algérie était un grenier. exactement. Donc d'ailleurs, même certains écrivains Oui. évoquer ces massacres. Ces massacres. C'est le cas d'Assia Djebar, si ma mémoire est bonne, c'est la première à avoir évoqué ce chapitre de l'histoire algérienne dans son roman L'amour, la fantasia. Oui. Donc elle avait consacré tout un chapitre aux enfumades du Dahra. D'autres auteurs aussi ont évoqué ces enfumades. D'ailleurs, monsieur monsieur Belkhodja, était aussi venu sur notre plateau plusieurs fois en parler. Il a consacré complètement un livre. D'autres auteurs, un auteur que je n'ai pas gardé en mémoire, mais en tout cas était venu de Sétif pour pouvoir nous parler de ces enfumades. Les témoignages ont réussi quand même à passer l'histoire et traverser les âges pour pouvoir avoir quelques témoignages vivants. Ce qu'a fait aussi Ali Fatah Ayadi, notre réalisateur de la télévision, à travers un documentaire très poignant, avec des échanges aussi, des lettres, des courriers, etc., des témoignages aussi vivants. Et surtout, c'est un lieu de mémoire, donc c'est un lieu qu'il faut visiter et qu'il faut aujourd'hui mettre en valeur. Mettre en valeur et surtout le montrer de plus en plus à la jeune génération, surtout aux jeunes. On va revoir ensemble un extrait de ce documentaire de Ali Fatah Ayadi sur les massacres du Dahra. On se retrouve juste après. En 1827, le coup d'éventail donné par le Dey d'Alger au consul français Duval n'était en fait qu'un prétexte. Un prétexte invoqué par Charles X pour justifier l'expédition d'Alger. On sait aussi que cette expédition avait pour cause les créances françaises non payées au Dey et les pressions d'hommes d'affaires français et leurs intermédiaires à Alger, Bakri et Bouchnakh. D'autres objectifs inavoués à l'époque étaient un secret de polichinelle. Partie de Toulon le 16 mai 1830, une armada de 500 navires, commandée par le général de Bourmont, débarque 37 000 hommes sur la plage de Sidi Farj, le 14 juin 1830. Il n'a fallu que 21 jours aux colonnes françaises pour prendre Alger. Content d'avoir la vie sauve et celle des siens, le Dey d'Alger capitule le 5 juillet 1830. Il livre Alger, ses forts, sa Casbah et son trésor, évalué à plus de 52 millions de francs or. Le dernier article de la convention établie entre le Dey d'Alger et le général en chef de l'armée française stipule: l'exercice de la religion mohammédaine restera libre. La liberté de toutes les classes d'habitants, leur religion, leur propriété, leur commerce ne recevront aucune atteinte. Les femmes seront respectées. Le général en chef en prend l'engagement sur l'honneur. 2 mois après cet engagement solennel, le général Bertrand Clausel, successeur de Louis de Bourmont, confisque les biens habous et les assimile à des terres domaniales. En 1832, la mosquée Ketchaoua d'Alger est transformée en cathédrale. Mais quels étaient les véritables...
Voilà, un outil en tout cas de vulgarisation et d'explication surtout, avec des images et surtout des témoignages et des historiens qui ont participé à ce documentaire, des historiens qui ont travaillé longuement sur cette page d'histoire douloureuse de l'Algérie. Donc il faut dire une chose, c'est qu'il y avait en tout 3 colonels sous les ordres de Bugeaud qui ont procédé à ces enfumades. Nous avons donc Pélissier, Cavaignac, le premier, donc en 1844, Pélissier en 1845, il y avait un deuxième, Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, c'était toujours dans la même région, c'était dans la région de Kness. Lui, il avait utilisé un autre procédé. Il avait emmuré 500 Algériens. Donc c'était une tribu complètement qu'il avait rasée, en procédant à leur emmurement dans une grotte algérienne. Donc ces actes restent impunis dans la mesure où il y avait la fameuse c'était pas une loi, mais c'était un procédé, une pratique courante. Chaque officier procédait ses subalternes. Donc le ministère de la guerre à l'époque procédait protéger le général Bugeaud qui était gouverneur d'Algérie, et Bugeaud protégeait évidemment. Et grâce à ça, il avait bien sûr des honneurs, et surtout. C'est vrai qu'il y avait un petit peu ça, ces histoires, comme le disent les historiens. Les historiens français évidemment, parce qu'ils ont utilisé le mot ces histoires, donc on soulevait quelques étonnements au niveau de l'Assemblée française, mais c'est des ça n'a pas dépassé donc certaines des dénonciations. Quelqu'un comme Saint-Arnaud, dont François Maspero avait il lui a consacré un livre extraordinaire, c'est l'honneur de Saint-Arnaud, pour un petit peu faire le bilan de tous ces massacres. Et il avait écrit que voilà un officier qui avait les états de service d'un chacal. Donc c'était un véritable charognard. Et l'expression, il l'avait empruntée à l'époque au poète et écrivain français Victor Hugo. Pour vous dire un petit peu l'horreur qu'utilisaient les officiers de la colonisation durant les premières années d'occupation. Exactement. Et ces termes-là, chacal, ça revient puisqu'il disait enfermez-les et qu'ils se réfugient comme des chacals. Comme des renards. Des renards, et carrément dans les grottes, etc. Et donc, c'était des termes très difficiles aujourd'hui, qui sont aujourd'hui repris par les historiens et qui sont heureusement aujourd'hui repris par les C'était sur le plan idéologique, c'est-à-dire la colonisation. D'ailleurs, même lorsqu'il y avait vers 1830 ce qu'on appelle l'exposition coloniale à Paris. Il y avait une grande exposition, donc on montrait comme des animaux. Donc véritablement les autochtones, on les a exposés au niveau des rayons comme des animaux de la savane. D'ailleurs, il y avait un slogan adopté par l'IOT à l'époque. C'était, il parlait de la colonisation, c'est-à-dire il disait ceci, la colonisation, c'est gagner à la douceur humaine les cœurs farouches du désert et de la savane. Pour vous dire exactement, c'est-à-dire pour eux, ils étaient là pour civiliser population. Une population autochtone sauvage. Pour eux, le territoire était occupé, français. était bien occupé, donc c'est pourquoi ils ont un petit peu reproduit le chemin classique de la colonisation. C'est-à-dire, le premier acte, c'est de nommer, c'est-à-dire c'est de baptiser les lieux, donner un autre nom, alors que les lieux au départ, ils avaient des noms, mais les Français, pour un petit peu s'approprier de cet espace, ils étaient obligés de les renommer, renommer à leur manière. Le deuxième acte, c'était d'exterminer les populations pour ramener une autre population pour occuper ces espaces. Donc c'était le schéma classique, c'était le schéma adopté même par les conquistadors.
en Amérique latine, depuis Christophe Colomb, c'est le même schéma. Et l'histoire se répète, hein, puisque répète quelques années après, avec la Première Guerre mondiale, il y a eu cette politique, bien sûr, avec les nazis, la terre donc brûlée, la politique de la terre brûlée, c'était un petit peu ça, pour exterminer la population et les faire fuir et gagner du terrain. Gagner du terrain, mais aussi les affamer. Parce que, d'ailleurs, même Bugeaud, il leur a dit, nous n'allons pas poursuivre à chaque fois les Arabes là où ils vont, mais il faut brûler, il faut détruire leurs récoltes et brûler leurs fermes jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Bien sûr. Et ça, le bétail aussi. C'est-à-dire quand on parle de ferme, c'est la destruction de toutes les récoltes, les biens, etc., pour les affamer. Il a fallu attendre combien d'années pour que cette histoire soit mise au grand jour et que les historiens puissent en parler? Non, il y avait quand même, par rapport à cette période de l'histoire, les officiers, parce qu'il faut dire que ce n'étaient pas les historiens, les premiers à avoir écrit l'histoire du 19e siècle, l'histoire de la colonisation, c'était les officiers français eux-mêmes. Parce que chaque officier a essayé d'écrire ses mémoires ou bien de publier ses correspondances. Voilà. Parce que tous les témoignages, toutes les données que nous avons aujourd'hui proviennent pratiquement des échanges, des correspondances entre, bien sûr, officiers. De ces officiers, c'est-à-dire Pélissier qui entretenait à l'époque une correspondance avec son frère, Saint-Arnaud également. Donc, les archives ont permis justement de pouvoir constater les affres déjà sur le papier et cette triste réalité. Ils assumaient clairement donc ces procédés, ces massacres. Ils assumaient clairement et surtout ils étaient récompensés par des grades, par des reconnaissances. Parce qu'au 19e siècle, il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, d'ailleurs c'est la définition même de la colonisation, c'est-à-dire il y avait une race supérieure qui vient dominer une race inférieure. À partir donc de ce principe-là, tout était permis. Tout était permis. Exterminer, c'était pour eux, c'était rien du tout. Même des pauvres innocents. En tout cas, merci pour tous ces détails. Je rappelle, Hassan Arab, vous êtes professeur en littérature et vous êtes surtout spécialiste, journaliste spécialiste en histoire. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de cette triste date anniversaire du 18 juin 1845, les enfumades du Dahra qui ont commencé 18, 19 et 20 dans la région, dans les différentes régions d'Algérie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres dates. Pourquoi pas? Voilà. Eh bien, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On vous emmène du côté de Qal'at Beni Hamed et c'est notre journaliste Naïm Al-Walish qui le fait. On se retrouve juste après. On vient la visiter de partout, en toute saison et surtout les jours non ouvrables. Plus de 1000 ans d'histoire, la Qal'at Beni Hamed attire du monde, ainsi que Ma'adid, sa commune près de Msila. Je suis venu de Tipaza, c'est la deuxième fois que je viens ici dans la région de Msila. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été un grand vadrouilleur. C'est la première fois que je viens ici pour une balade. La Qal'at Beni Hamed, c'est connu, c'est dans nos livres et c'est important que la visite. Cet endroit me plaît beaucoup, j'espère le revisiter à chaque fois que je viens à Msila. Capitale des Berbères hamadites au Moyen-Âge, la ville est très prospère. Elle est même la plus florissante d'Afrique du Nord. Ce développement est lié à son souverain qui offrait grandes ressources pour ceux qui cultivaient sciences, commerce et art. Et d'ailleurs, la mosquée de la célèbre Al-Qal'a est l'une des plus grandes en Afrique et son vestige de minaret de plus de 30 mètres est presque intact. Nous sommes à la grande mosquée de la Qal'a de Beni Hamed, qui a fondé en 1007 après Jésus-Christ par le fondateur berbère Hamad ibn Boulkin, ibn Zeri ibn Manat. La ville en général comme une forteresse naturelle. La grande mosquée est la salle de prière, et la cour, et la minarette, et le mihrab. Et les colonnes et les piliers de la grande mosquée. Le souverain hamadite a érigé 2 palais, Qasr al-Bahr, Qasr al-Manar, dont voici les vestiges et dont on retrouve des répliques à Gharnata et Marrakech.
Nous sommes devant le palais El-Manar qui est constitué de deux parties, ouest et centre. Le centre concerne le harem du roi, tandis que l'ouest est pour l'émir. Il contient cour, un couloir et beaucoup de pierres et de marbre blanc. Il y a aussi une fontaine gorgée d'eau et entourée de 4 lions. Lieu historique par excellence, la commune manque malheureusement de moyens pour devenir un incontournable pôle touristique. Cet endroit recèle un patrimoine historique grandiose. Je demande à Monsieur le ministre de s'intéresser à cette région davantage pour promouvoir ses atouts touristiques. Nous demandons et nous implorons les pouvoirs publics pour faire revenir et sacraliser l'authentique festival de Qalat Ibn Hamad. Zone montagneuse mais riche en végétaux, la commune de Mahdid gagnerait davantage si l'on développait ses incroyables ressources touristiques et historiques. De retour sur le plateau, tout de suite nous allons parler d'intoxication alimentaire. Je vous l'ai dit, nous sommes donc à la veille bien sûr de l'été, donc nous sommes le 20 juin et le 21 c'est l'été, ça y est décrété. Et nous allons parler surtout donc des problèmes liés à la forte chaleur et surtout à la détérioration de certains aliments. Et pour ce faire, nous avons convié ce matin un docteur vétérinaire avec nous, docteur Sid Ahmed Ben Sefia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes donc vétérinaire de laboratoire de bactériologie des aliments, eau et environnement à l'Institut Pasteur de Del Ibrahim. Et vous êtes là pour nous parler de cette campagne qui est donc menée depuis peu sur les intoxications alimentaires. Vous me disiez justement, juste avant, qu'il y avait eu un pic en 2017. Oui, on avait enregistré, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Et donc, par rapport aux statistiques, ça fait déjà plusieurs années que nous avons commencé à observer une augmentation en exponentielle par rapport aux enregistrements des cas de toxi-infection alimentaire. Oui. Et on s'attend déjà qu'on a eu une augmentation très rapide au début de Ramadan et de 2018. On s'attend encore à ce que ces chiffres sont appelés à... Que l'été fasse encore plus de dégâts. Voilà, plus de ravages. Donc nous avons toujours participé à des campagnes de prévention, mais cette année, comme je disais, ça a été boosté par plusieurs instructions de la ministérielle, donc ministère de la Santé, le travail de l'Institut Pasteur dans le contexte de la prévention, les études que nous menons par rapport à certains types d'aliments, le fait de les catégoriser rend plus facile le travail du contrôle et le travail de la répression pour d'autres secteurs. D'où l'intérêt de faire participer des labos de référence. Comme Très bien. Alors, quelles sont les catégories les plus retrouvées dans vos analyses? Eh bien, pour les catégories d'aliments, il faut savoir que les habitudes culinaires ont beaucoup changé ces dernières années. On a eu l'avènement de certains aliments surgelés. Les Algériens commencent à consommer beaucoup plus de surgelés, ce qui pose problème par rapport à la conservation. De mauvais réflexes. Rupture de la chaîne de froid. Voilà, rupture de la chaîne de froid. Donc ça varie. Bon, l'été, on sait très bien que c'est beaucoup plus les salades. Et le problème, c'est que c'est des produits crus qui ne nécessitent pas une cuisson. Donc ça augmente le risque. Et pourtant, moi je pensais justement qu'il fallait manger que des salades. Non, il faut manger que des salades. Et des crudités, c'est plus sain plutôt que des plats préparés ou peut-être la salmonelle qui pourrait se cacher. Les salmonelles, bon, vous parlez des salmonelles, on a aussi d'autres pathogènes qui ont fait leur apparition ces dernières années. Je disais donc par rapport aux salades, c'est la manière de les préparer. Donc, la manipulation de la matière première, que ce soit au niveau de la restauration, mal lavé, ne pas respecter les endroits souillés ou encore les endroits propres, les mélanger, donc les fameuses contaminations croisées qui sont à l'origine de propagation de pathogènes. Et nous avons aussi d'autres types d'aliments qu'on retrouve beaucoup plus dans le commerce. Tout ce qui est donc harissa, mayonnaise, tout ça. Et les Algériens sont très friands de ces matières. Donc on en met même sur de la pizza, de la mayonnaise sur de la pizza. Et ça, c'est déconseillé. C'est chaud sur du... On a tendance c'est froid sur du chaud, ça peut dire virer. Que voilà, le contrôle n'est pas assez rigoureux, mais la plus grosse, la responsabilité majeure est incombée aux citoyens. Bien sûr. Donc c'est les citoyens qui doivent rester vigilants.
ne pas trop suivre son instinct par rapport à certains aliments qui coûtent pas cher au niveau de la restauration. Oui. C'est ce qu'on avait remarqué aussi par rapport à... On a vu des jus aussi se vendre, des sherbets que Firmdan même à l'air libre, comme ça, dans des sachets. Par rapport aux sherbets et aux jus, nous avons refusé à plusieurs reprises des demandeurs, des clients potentiels qui venaient justement en espérant faire des analyses de leurs produits, non conformes bien sûr, au niveau de l'Institut Pasteur. Donc on était vraiment étonnés, puisqu'il y en a même certains qui les préparent, tout le monde le sait, au niveau de baignoires. C'est terrible. Non, mais c'est réel. Donc, mais le problème reste que une majorité des citoyens continuent à encourager indirectement, parce qu'on encourage un oui, commerce. quand vous achetez, vous encouragez automatiquement. Ça coûte pas cher, donc ces commerçants-là, un peu scrupuleux, restent encore sur le marché. Alors justement, quels sont les premiers signes d'alerte quand on fait la différence entre intoxication alimentaire, entre insolation, entre peut-être pathologie interne, physiologique de l'individu? En général, c'est des manifestations digestives, donc, qui démarrent au bout des premières heures après l'ingestion d'un aliment contaminé. D'accord. Donc ça varie selon l'agent causal. Donc selon le pathogène, ça peut apparaître au bout de 4 heures. Concernant les intoxications dues au Staphylococcus aureus, le staph doré, le fameux staph doré, ou encore des manifestations au bout de 6 heures quand on a affaire à des entérobactéries de type E. coli ou salmonelle. Le problème qui se pose, c'est que nous avons aussi certaines pathologies dues aux toxi-infections alimentaires qui se déclarent de manière plus silencieuse et qui prennent beaucoup plus de temps, qui est quand même assez méconnue du grand public, comme nous citerons les listérioses. La listériose plutôt, due à l'hystéria, qui peut se manifester au bout de 21 jours avec des symptômes qui ressemblent beaucoup plus à un état grippal. C'est vraiment plus... Aussi loin, aussi loin et beaucoup plus dangereuse, surtout par rapport aux populations fragiles. Femmes enceintes, enfants en bas âge, personnes âgées, personnes âgées. Et bon... Heureusement que l'incidence n'est pas très importante, mais ça enregistre des mortalités. Quels sont les symptômes? Donc vous avez dit état grippal, mais... Un simple état grippal, bon, je préfère ne pas trop déborder sur les compétences d'autres collègues à moi, mais l'état grippal est un des symptômes majeurs. Le problème est-il que la déclaration, les symptômes commencent à apparaître au bout du 21e jour pour certaines personnes. Maintenant, pour des femmes enceintes qui consomment par exemple du fromage, ou encore des crudités, puisque auparavant la listeria, on savait que ça se propageait à travers les fromages et les produits laitiers. Les récentes études menées justement à l'Institut Pasteur au niveau du laboratoire ont démontré que même d'autres plats pouvaient être incriminés par rapport à l'hystéria, sachant qu'en 2017, il y a eu un pic en Afrique du Sud qui avait causé 180 morts. C'était la plus grosse épidémie, je crois, enregistrée depuis les années 60. Donc, et en plus, en Afrique, sachant que c'était un germe, ce qu'on appelle un germe psychrophile, qui résiste à de basses températures, qu'on retrouvait beaucoup plus au niveau des pays européens. Là, maintenant, on retrouve ça en Afrique, donc ça prouve déjà qu'il y a une adaptation de ces micro-organismes et qu'il faudra être beaucoup plus vigilant par rapport à ça. C'est ça. Alors, ces micro-organismes, qu'ils soient bactériologiques ou des virus... parasitaires, exactement. Oui. Par exemple, la toxo aussi, qui pourrait être aussi incriminée. Les toxi-infections alimentaires, généralement, sur le territoire national, c'est beaucoup plus des intoxications dues à des agents de type bactérien. D'accord. Donc c'est la plus grosse partie des chiffres. C'est toujours par rapport à la conservation et à la transformation des aliments. Parasitaire et viral, ça reste quand même saisonnier et aléatoire. Saisonnier, il faut être en contact avec les animaux, bien sûr. Comme le pystidatique, le pystidatique qui fait quand même quelquefois ravage, parce qu'on pensait qu'il fallait ingérer, mais finalement, quelquefois, il y a des aliments qui ne sont pas du tout, peut-être non pas contaminés, et ils peuvent contenir des œufs. Donc nous, c'est terrible. Par contre, ce qui est beaucoup plus foudroyant, c'est beaucoup plus les agents pathogènes de type bactérien. Puisque nous avons aussi ce qu'on appelle... Parce que la bactérie se multiplie à une vitesse incroyable. Et justement, certaines bactéries comme les plus répandues, comme le staph doré, sont producteurs d'endotoxines. Et même si la bactérie, même si on réchauffe le plat,
après avoir réchauffé le plat, on détruit la bactérie, la toxine est thermostable. Donc elle résiste à la chaleur. Wow. Et plus la toxine est condensée, enfin une dose élevée, plus ça provoque des réactions beaucoup plus foudroyantes. Elle résiste allant au jusqu'à la froid, mort. elle résiste au chaud aussi? Résiste au froid à la température stable et aussi stable à température élevée jusqu'à 65 degrés. Donc même quand on réchauffe, une fois qu'on a souillé l'aliment avec ce type de bactéries, surtout qu'on retrouve ça, ce genre d'affection au niveau des restaurations collectives, puisque c'est manuporté, c'est les mains souillées, c'est les blessures, c'est les cuisiniers qui ne se protègent pas assez quand ils sont blessés ou qui n'arrêtent carrément, parce qu'il faut quand même arrêter de travailler quand on a une blessure infectée, ou encore des plans de travail contaminés, ou le fait de ne pas respecter tout simplement une... Aujourd'hui, en tout cas, les administrations, les restaurants, etc. ont l'obligation de garder les témoins, bien sûr les plats témoins. C'est pas toujours évident. Et pourtant, c'est réglementé. C'est réglementé. Il y a une répression autour de ça, mais c'est pas toujours évident. La majorité, j'évoque le sujet par rapport à un recul au niveau du laboratoire. Lorsqu'on fait appel à nous, on se déplace lors d'enquêtes de TIAC. Il est parfois très difficile de mettre la main sur des plats témoins. Certains ne connaissent même pas l'existence de ce procédé. Oui. Certains... Et ça devrait bien sûr exister. Ça devrait exister. Les écoles, les crèches, les écoles, justement, c'est au niveau de certaines restaurants. écoles où on a intervenu. Nous avions eu la malchance donc, de tomber en pleine distribution de rations, où il n'y avait même pas de réfrigérateur pour garder certains plats témoins. Quels sont le degré donc, de conservation dans un réfrigérateur? Dans un réfrigérateur, il faut essayer d'avoir la température la plus basse allant de 0 à 4. D'accord. Essayer de ne pas aller au-dessus. Et surtout respecter la période de refroidissement du plat juste après cuisson lorsqu'on essaie de conserver ces aliments. Donc de 0 à 4 degrés, c'est la température optimale, même si nous devons toujours veiller à mettre des plats sains, non contaminés déjà auparavant, puisque, comme je l'ai dit, nous avons affaire à des bactéries qui résistent à des basses températures, qui se multiplient à des basses températures. Quelquefois, même l'eau de Javel ne fait rien contre certaines bactéries, certains virus aussi. Pour l'eau de Javel, c'est plutôt une affaire de concentration. L'Algérien a du mal à maîtriser les concentrations adéquates. Voilà, on vous a ramené une boîte de sardines pleine de bactéries et toutes sortes de pathogènes, d'éléments pathogènes qui pourraient souiller nos aliments. C'est un peu caricatural. C'est caricatural, mais la conserve, tous les produits sous forme de conserve peuvent constituer une véritable mini-bombe, quoi. Source. Oui. Surtout remplis de pathogènes, des plus dangereux d'ailleurs. Tout ça, il faut savoir les conserver, puisque les boîtes de conserve, les tomates de conserve. Pour les conserves, on a affaire à d'autres types de bactéries qui sont encore beaucoup plus dangereuses, du type Clostridium, les Clostridium perfringens, botulinum, le botulinum. Le botulisme, oh mon Dieu. Où on a eu des épisodes ravageurs et mortels pendant les années 90. Des produits carnés transformés. Et pour les conserves, donc c'est une autre mesure à prendre pour le citoyen, puisqu'il faut toujours vérifier la date de péremption. La date de péremption, c'est sûr. Si la boîte aussi est gonflée ou pas. Le bombage, le bon sertissage, qu'il n'y ait pas de fuite. Parfois, c'est des fuites qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui apparaissent beaucoup plus tard lors de la conservation au niveau des foyers. Donc toujours vérifier avant d'ouvrir une boîte de sardines, et même après ouverture, faire attention à l'odeur, au bruit que ça émet lorsqu'on ouvre, lorsqu'on décapsule pour certains types de conserves. Les conserves, surtout en été, à la période estivale, on a tendance à consommer. Quelquefois, les yaourts ils ont la bonne date de péremption, mais ils sont gonflés. Peut-être le transport. Pour les yaourts, le transport, par rapport au travail qu'on effectue, on accompagne beaucoup d'industries agroalimentaires dans le domaine de la fabrication des produits laitiers. Nous n'avons enregistré aucune anomalie. Par contre, ce que nous avons remarqué, c'était qu'au niveau des distributeurs, des points de vente, des alimentations générales, des épiceries, c'était le mauvais stockage. Voilà. Ils ont tendance à surcharger le réfrigérateur, augmenter les étages de conservation, ce qui provoque des micro-ouvertures au niveau des opercules,
Ce qui contamine la boîte de yaourt et qui gonfle, on a tendance à incriminer l'industriel. Bien sûr, c'est le commerçant qui est à l'origine. Et encore plus quand, par exemple, cette personne est malhonnête et qui va débrancher son réfrigérateur le soir en fermant son magasin. C'est par malhonnêteté pour la grande majorité. Certains, on essaie de les instruire. Les équipes qui se déplacent sur le terrain essaient toujours d'instruire et de conseiller avant de punir, avant la répression. Mais certains commerçants débranchent, effectivement, laissent certains casiers de produits laitiers à l'extérieur en attendant de vider le réfrigérateur. C'est ça. On est des consommateurs, donc il faut tout simplement éviter d'acheter... Vous avez cette déformation professionnelle quand vous allez acheter votre pain, votre lait chez le commerçant? Je prends parfois la voiture alors que j'ai à côté de moi 4 épiceries qui sont même pas une dizaine de mètres. Ouais. N'en parlant pas des viandes et des produits, bien sûr, qui se détériorent très facilement. Pour les produits carnés, matières premières ou transformées, déjà c'est un aliment vivant. Donc c'est une matrice très dangereuse de par sa nature, sa composition. Oui. Donc la viande, les produits carnés peuvent être à l'origine d'une multiplication de la grande majorité des micro-organismes pathogènes sans sélection. Donc, que ce soit les entérobactéries de type salmonelle, E. coli, que ce soit les staph, les clostridium. Donc la viande, c'est vraiment l'aliment cible. Ben oui, il faut faire très attention. Et donc les infections comme à la septicémie par exemple, qui causent donc la mort carrément de l'individu quand c'est pris après l'ingestion de ces aliments contaminés, la symptomatologie se déclare donc en général par des gastro-entérites, mais pour certains agents pathogènes sécrétant des toxines, ces toxines peuvent pénétrer dans les tissus plus profonds. Oui. Donc, ce qui est le cas pour le botulisme, ce qui est le cas pour les chocs staphylococciques, qui peuvent être mortels parfois, puisque nous avons isolé ici, au niveau du territoire national, certaines souches, puisqu'il faut savoir qu'on fait en parallèle des recherches sur le comportement de certains pathogènes, leur nouveau comportement et la sécrétion de nouveaux facteurs de virulence qui n'existaient pas avant. Et donc, par rapport au staph, nous avons pu mettre en évidence certains staph hypervirulents, possédant des facteurs de virulence qui sont apparus suite à une adaptation. Puisqu'il faut savoir que c'est des micro-organismes très intelligents qui s'adaptent très rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut rester vigilant par rapport à la manipulation. C'est comme les virus, chaque année il faut un nouveau traitement. C'est le même principe. Voilà, on a vu ces images, on va terminer avec ça. Par exemple, les poulets qu'on retrouve peut-être le lendemain, même exposés, cuits mais exposés encore. Donc, pour la volaille, c'est aussi... Très dangereux. Nous donnons toujours des exemples par rapport aux pathogènes. C'est par rapport à notre travail. Pour la volaille, c'est un autre type de bactérie encore, c'est une entérobactérie, c'est les campylobactères. Le campylobactère, suite aux travaux de l'Institut, on a pu imposer ce paramètre dans la nouvelle réglementation qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui n'était pas auparavant pris en compte lors des recherches. C'est un germe aussi qui se déclare, c'est une pathologie qui se déclare tardivement, puisque les symptômes apparaissent au bout de 5 jours. Quand même. Ce qui nous a obligé aussi de modifier la période de conservation des plats témoins, qui était connue à 72 heures. Nous préconisons de les conserver jusqu'à 5 jours pour pouvoir justement retracer ce genre de germes. Ça sera difficile avec bien sûr les journées qui s'allongent. C'est pas évident, mais pour avoir une bonne protection et avoir une maîtrise sanitaire au niveau des restaurations collectives, ça concerne beaucoup plus les restaurations collectives, la maîtrise sanitaire passe. C'est primordial de pouvoir augmenter la durée de conservation des plats cuisinés. Et surtout avoir une traçabilité, bien sûr, chez les producteurs comme chez les consommateurs. Voilà, merci beaucoup. Ça a été donc en tout cas un plaisir. Et j'espère que le téléspectateur aura eu beaucoup d'informations concernant justement... Nous restons à leur disposition. Bien sûr. Nous avons aussi le site internet de l'Institut Pasteur. Très bien. Donc tout le monde peut consulter. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Dr Sid Ahmed Ben Sefia, vous êtes vétérinaire de laboratoire de bactériologie des aliments
assaisonnement, eau et environnement à l'Institut Pasteur. Bon courage à vous pour la saison estivale surtout qui arrive. À très bientôt. On va vous faire découvrir en tout cas de belles régions d'Algérie. Cette fois-ci, on vous emmène du côté de Skikda, retrouver donc en tout cas l'investissement et surtout dans le domaine touristique du côté de Skikda. C'est un reportage signé Majid Benqassi. C'est à quelques encablures à l'est de la ville de Skikda, plus exactement à Ben Mhidi, une zone d'extension touristique que Fethi, rompu à la gestion et designer de formation, la cinquantaine pleine, un Algérien établi à Oslo, au Norvège, et originaire d'El Harrouch, a choisi de planter son décor. C'est d'un complexe touristique qu'il s'agit. Parce que je suis de la région, j'ai acheté un terrain et j'ai fait un hôtel de 3 étoiles il y a 10 ans. Ça marche bien, on a fait une image de marque sur un hôtel familial de qualité. Et maintenant, on est engagé pour faire une extension pour 130 chambres de plus, 130 lits de plus. Et ça, sur un autre niveau, c'est un 4 étoiles. Oui, une autre classe. Je vois qu'il y a un potentiel touristique en Algérie. On voit que les gens viennent et le mode de vie algérien, ça change. Et Skikda, elle a deux Z. De zones d'extension touristique. Il y a la Z de Rabi Ben Mhidi, oui. Il y a la Z de Gerbez. Sans compter les autres Z de Kolo ou de la Marsan. Skikda est en train de devenir une destination touristique de choix pour les estivants algériens, d'où le grand rush des investisseurs dans cette belle côte de l'Est algérien. On voit à Skikda ici, il y a beaucoup de projets qui avancent dans le tourisme, qui avancent et ça va donner peut-être dans quelques années, on va avoir des investissements fiables et pour favoriser le tourisme local et peut-être dans l'avenir international, pourquoi pas. Les gens, ils ont commencé à s'intéresser au tourisme et à l'hôtellerie à Skikda. Et par rapport aux années passées, les dernières années, les 5 dernières années, il y a au moins 10 à 12 hôtels qui sont en cours de réalisation. L'année passée, on a environ 6 millions de visiteurs. C'est énorme. Des millions de visiteurs qui en contrepartie attendent un service et des prestations de qualité. Et surtout, un bon rapport qualité-prix. Car toutes ces belles plages de sable doré vont être submergées par les vacanciers qui arrivent de toutes les régions du pays, ainsi que de l'étranger. On espère dans l'avenir il y a plus d'écoles et plus de formations pour former les gens. Et on voit les jeunes aussi aiment ce métier, filles et garçons. Et pour le prix, je crois, c'est le problème de concurrence. Il faut avoir de concurrence pour baisser les prix. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Et on essaye d'étudier toujours les prix pour les familles. On fait des formules, surtout pendant l'été. On fait des formules spécialement pour les familles pour avoir plus de réduction. Voici donc une destination de vacances tout indiquée pour vous cet été. Plateau, et bien après justement ces belles paroles et surtout l'investissement touristique dans la région de Skikda, on va parler un petit peu de l'investissement touristique et surtout l'ouverture de la saison estivale. Avec nous pour nous en parler un spécialiste en la matière, Monsieur Abdelkader Gouti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc représentant du ministère du Tourisme. Vous êtes là avec nous pour nous parler, nous préparer surtout à la venue donc la saison estivale et surtout des travaux que vous avez réalisés depuis. Oui, effectivement. Bon, permettez-moi de vous dire que ça fait quelques jours, il y a eu une grande rencontre à Club des Pins avec la présence de 4 ou 5 ministres, dont le ministre du Tourisme, le ministre de l'Intérieur, 48 Wali en visioconférence, 30 les secrétaires généraux des wilayas côtières et tous les départements ministériels concernés.
Ceci dénote de quoi? Dénote d'abord de l'importance accordée à la saison estivale comme activité éminemment économique. Et ensuite, au-delà de la saison estivale, c'est la priorité accordée par les pouvoirs publics au tourisme domestique, au tourisme interne. Ça ne veut pas dire que nous avons abandonné la piste du tourisme réceptif, du tourisme international, qui demande un peu de temps, etc. Mais le tourisme... Bien qu'il y ait quand même, hein, avec la venue de nombreux émigrés, passer les vacances absolument. ici en Algérie. Il y a un programme pour faire de l'Algérie dans les années à venir une alternative touristique méditerranéenne. Mais le tourisme domestique, c'est tout de suite. Parce que le citoyen a le droit de passer des vacances dans son pays et des vacances de qualité. Et ensuite, c'est une activité éminemment économique. Les collectivités décentralisées commencent maintenant à prendre conscience que ce n'est pas que du social, mais que ça peut générer de la richesse, des emplois. C'est pour cela que maintenant, il y a une prise de conscience assez importante, aussi bien politique qu'économique, pour ce phénomène. Et là, toutes les wilayas côtières et autres commencent à rivaliser pour essayer de se positionner comme une attractivité pour les nations. Tout à fait. Vous l'avez bien dit, nous sommes un pays donc méditerranéen, et qui dit méditerranéen dit bien sûr la mer, la plage, et de belles plages avec un sable fin aussi qui est donc à faire, en tout cas à attirer beaucoup plus de touristes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les locaux d'abord, et pour pouvoir profiter de cette saison estivale. Alors, en tête de liste, nous avons Oran qui a fait un travail extraordinaire dans le domaine donc, du parc hôtelier, et qui aussi travaille sur la saison estivale depuis déjà longtemps. Oui, vous avez entièrement raison. Permettez-moi de vous dire que l'investissement, c'est la pierre angulaire de la politique de développement du tourisme en Algérie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je vais vous en donner deux, si vous permettez. D'abord, pour combler de déficit en lits. C'est l'une des carences de la destination Algérie. Peu de lits et de bonne qualité. Donc il faut absolument travailler durement, d'arrache-pied, pour essayer de rattraper le retard dans ce domaine. Et le deuxième objectif, c'est que l'investissement va amener à la concurrence. Et la concurrence va automatiquement amener à l'élévation de la qualité des produits offerts aux investisseurs. C'est pour cela que c'est une des priorités du programme d'action du ministère en termes de développement touristique. Concrètement, 2200 projets touristiques dans 780 en cours de réalisation qui vont générer plus de 100 000 lits dans les mois et années à venir, et qui seront mis à la disposition des citoyens et des touristes internationaux. Le premier mérite revient aux investisseurs eux-mêmes, qui ont investisseurs privés, qui ont cru en ce secteur prometteur et d'avenir. Mais ce n'est pas venu comme ça. Il y a aussi le travail d'accompagnement, toutes les facilitations mises en place par les pouvoirs publics pour justement permettre aux porteurs de projets à s'intéresser de plus en plus à ce secteur. Voilà, le secteur bien sûr de la thalasso, puisque nous sommes aussi un pays donc à une grande destination avec une forte exposition bien sûr vers la mer. Donc nous avons 1200 km de côte, c'est cela, et qui pourrait aussi apporter un autre touriste. C'est très juste, c'est très juste. D'abord nous avons la saison estivale, mais pas que. Nous avons la saison après, juste après, la saison hiver-printemps. C'est ça le tourisme médical aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça la force de la destination Algérie. Elle ne souffre pas du problème de saisonnalité. On peut y pratiquer le tourisme à longueur d'année. D'autant plus que les Algériens sont très friands du produit, soins, remise en forme, etc. Et là aussi, il y a beaucoup d'infrastructures qui vont être réceptionnées dans les mois et années à venir, qui seront mises à la disposition. Voilà, nous avons le seul centre donc, de thalassothérapie de Sidi Fredj qui a été rénové, en tout cas pour accueillir... Il y a un deuxième aux Andalous qui va être ouvert incessamment, et il y a beaucoup d'investisseurs privés qui sont en train de réaliser de très très belles choses dans le domaine du tourisme de soins et de remise en forme. Voilà. On pourrait parler également, c'est pas la saison, mais on pourrait parler aussi du tourisme thermal qui a pris un essor également, qui aussi voit un flux énorme de visiteurs chaque année. Mais bien sûr, nous avons à peu près une quinzaine de stations thermales publiques qui affichent à longueur d'année complète. C'est un créneau d'activité extrêmement porteur, Donc maintenant, les investisseurs... Encore une fois, tourisme médical. Avec ça, de soins et de remise en forme. Maintenant, les investisseurs porteurs de projets ont compris l'importance économique de cette activité et commencent à s'intéresser très sérieusement
à la réalisation d'infrastructures adaptées dans ce domaine. Nous vous suivons depuis assez longtemps, régulièrement à travers des reportages, donc de passer de chantier à réalisation concrète et surtout l'ouverture et l'inauguration de nombreux centres et surtout complexes touristiques. On a vu du côté de Bouria aussi la réalisation encore en chantier donc d'un grand centre aussi touristique avec des piscines, qui va accueillir les habitants de la région, qui va aussi encourager le travail et ouvrir donc cette manne. Permettez-moi de faire un peu de politique. Aujourd'hui, le tourisme est inscrit comme étant un secteur prioritaire dans le nouveau modèle économique algérien, parmi les secteurs, l'agriculture et l'industrie, pour tirer la croissance vers le haut en dehors du secteur des hydrocarbures. Donc il y a une réelle prise en charge de la part des pouvoirs publics. Et on ne fait pas le tourisme pour le développement du tourisme, pour développer le tourisme. D'abord pour répondre aux besoins des concitoyens. L'Algérien, c'est un grand touriste qui se déplace énormément et il est des devoirs du pouvoir public de mettre à sa disposition un produit de qualité. Après, lui, il a le choix de passer ses vacances en Algérie ou ailleurs. Mais il faut lui proposer quelque chose de même qualité que ce qui lui est proposé à l'extérieur. Ensuite, il y a les retombées économiques. C'est un des secteurs les plus importants en termes de rendement économique dans le monde, en termes de performance économique dans le monde. L'Algérie, qu'on appelle le dernier trésor caché de la Méditerranée, ne peut pas se permettre de rester en dehors du boom économique du tourisme international. Donc voilà, répondre aux besoins des marchés internationaux, répondre et prendre en charge les besoins des citoyens en vacances, mais également permettre à ce secteur de jouer pleinement le rôle attendu de lui en termes économiques. Voilà, beaucoup donc de complexes touristiques ont vu un rajeunissement, donc rénovation aussi de leurs locaux, etc. C'est en tout cas c'est un trait très important pour le tourisme, encore une fois un nouveau visage. Mais d'autres restent encore vieillis. Est-ce qu'il y a donc d'autres projets avec ces complexes touristiques? Oui, bien sûr, absolument. C'est l'attractivité de la destination. Est-ce que ça va rester privé? On peut pas, j'y arrive. On peut pas parler de performance du tourisme algérien si on n'améliore pas l'attractivité. L'attractivité, c'est quoi? C'est d'abord la qualité. C'est pour cela qu'un portefeuille d'établissements hôteliers du secteur public a fait l'objet d'un travail de modernisation et de réhabilitation. Et toutes ces infrastructures seront réceptionnées très prochainement, dans une partie sur la côte algéroise. Ça, c'est une première tranche qui sera suivie par une deuxième tranche. Maintenant, vous me parlez de privatisation ou pas. D'abord, une bonne partie de ces établissements ont fait l'objet d'une privatisation partielle. C'est le management. Une partie de nos établissements hôteliers du secteur public et même privés sont gérés par de grandes enseignes internationales. En attendant, qui a très bien réussi d'ailleurs. Bien sûr, mais qui a fait la fierté de notre pays. En attendant, bien sûr, quand le moment et les conditions seront réunis pour passer à une autre étape de privatisation. Voilà. Alors l'ouverture donc de la saison estivale, quand on dit ouverture, c'est donc parler des plages aussi qui seront accessibles aux baigneurs. Aujourd'hui, de plus en plus, chaque année, on voit une nouvelle politique. On dit les plages ne sont pas payantes, mais vous payerez donc votre parasol, votre chaise longue pour meilleures prestations. Faisons la part des choses. La loi est claire et nette à ce sujet, et très précise. L'accès aux plages est gratuit. Voilà. Maintenant, le citoyen, s'il veut, il peut payer la prestation, acquérir s'il veut. S'il veut. Il n'est pas forcé acquérir le parasol, les chaises et les tables, etc., etc. Le parking dans un cadre organisé. Ce sont des gens, ce pas des squatteurs, mais c'est des gens avec un badge, avec un ticket, etc., etc. Et dans un cadre bien organisé. Maintenant, il y a des fraudeurs, etc. Partout. Et ils assumeront leurs responsabilités devant la loi et les services de sécurité y veillent. La nouveauté maintenant de cette saison, c'est qu'au niveau de chaque grande plage, il y aura un administrateur de la plage, avec autour de lui une équipe. C'est-à-dire que les estivants ne seront pas abandonnés à leur sort. Et il veillera au grain en termes d'équipement, en termes d'hygiène, en termes de sécurité, etc., pour que le concitoyen passe des vacances agréables au bord de nos plages. Et bien sûr, fasse profiter surtout leurs enfants. Et bien entendu, profite aussi de cet air si beau ici, avec les belles plages d'Algérie, sur bien sûr l'est et l'ouest d'Algérie. Je voulais juste revenir aux
pour abonder dans votre sens, en termes d'investissement, pour la saison estivale, nous allons réceptionner, ou qui ont été réceptionnés, 60 projets. 7000 lits qui seront mis à la disposition de nos concitoyens. Les estivants. Cette saison estivale. Voilà, bravo en tout cas. Voilà. En tout cas pour toutes les réponses aussi, on les aura donc ce soir dans l'émission Mon Invité avec Samia Bacha. Vous serez donc son invité et vous aurez donc une large part de parole pour pouvoir en tout cas expliquer tout cela. Merci d'être venu Monsieur Gouti. Je ne raterai jamais l'occasion de remercier le NTV d'une manière générale et Canal Algérie parce qu'ils accomplissent un travail extraordinaire en termes de promotion de la destination algérienne. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous. Moi. Et puis, on reste en contact. On vous suivra pas à pas pour cette saison estivale, Inch'Allah. On continue notre émission. Cette fois-ci, nous allons parler du baccalauréat. Bien sûr, c'est aujourd'hui. Les épreuves ont commencé aujourd'hui. Eh bien, notre journaliste Leïla Ben Aïcha est partie voir les révisions, les préparatifs avant, bien sûr. Elle est allée au centre Haroun Rachid de Oued Qouraish pour suivre les révisions des bacheliers. Regardez. Pour les élèves habitant à proximité de Oued Qouraish, le centre culturel Haroun Rachid est le lieu idéal pour les révisions du bac, où toutes les conditions de travail sont disponibles. Concernant les préparations pour le bac, on a mis toutes les dispositions nécessaires pour les étudiants qui vont passer éventuellement leur bac, Inch'Allah Hijibah. Donc la bibliothèque, elle est à leur disposition. C'est ouvert de 9h du matin à 17h tous les jours, mis à part le vendredi. On est là pour les soutenir moralement. Il est clair que l'approche de l'épreuve déclenche un stress chez le candidat. C'est pourquoi le centre a mobilisé un personnel compétent pour accompagner l'élève dans ses révisions et bien gérer son stress. On a une psychologue qui les accompagne tous les jours, c'est Madame Berik Nabila. Elle est là pour les soutenir moralement, pour ne pas se stresser. Et voilà, elle est tout le temps avec eux. Depuis 3 mois déjà, les élèves poursuivent des révisions respectant un programme établi à l'avance, où on se concentre d'abord sur les matières qui ont le plus haut coefficient. Pour la plupart, la révision du groupe s'avère fructueuse. بون عندنا بزاف حنا نريفيزيو تما قبل واحد 4 شهور هكذاك جونفي كدايا بدينا نبريباري بالعقل حتى وين لحقنا مع الاخر كاع في الدروس وانا فاهموا بها الحمد لله. On a bibliothèque ça va, il y a l'ambiance, tout le monde veut réviser, tout même moi qui je fais un truc, là il y a des gens qui t'aident, tu vois. Tu vois là ils fahment et tout. Genre on s'entraide entre nous. Mais bon, même à la maison, tu peux réviser tout seul. Il y a Internet, il y a des sujets sur Internet, YouTube, quand des profils, genre voilà, je sais pas, genre les faire sur YouTube et tout, on manque de rien. الله نجيبوه كاع يتيك وان شاء الله واش درنا كاع ما يروحش في باطل باسكو عيينا صح لي كور القرايه الليسي مي ان شاء الله فيها خير. رانا مع les dernières préparations du bac. Voilà, alors on est en train de réviser parce que le mercredi, Inch'Allah, on va passer l'examen final. On est en train de travailler un travail des groupes avec la classe Tana, voilà. Ayant pris le bac pour objectif et le travail un chemin d'aboutissement à la réussite, nos candidats sont confiants et optimistes. احنا دوك خدمنا سببنا ودوك هما يدعونا ويدعوا كاع اللي كيما حنايا. Normalement on est prêt. نطلب منهم يدعوا لي برك هذا ما كان ويدعونا كاع ان شاء الله نجيبوه حنايا تاع 2018. Il faut être optimiste. ادعوا لنا نسحقوا الدعوه تاعكم وان شاء الله يجوز الباك بها. Dernière ligne droite avant l'épreuve, on laisse nos candidats avec leur dernière révision et on leur souhaite bonne chance.
bonne chance à tous ces élèves qui planchent en ce moment même sur l'épreuve donc de baccalauréat, la première épreuve. En tout cas, ils sont plusieurs à plancher. En tout cas, 700 000 candidats. Pour nous en parler, aujourd'hui, nous avons Monsieur Arab El-Aziz. Bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Je vous remercie pour l'invitation. C'est le que vous êtes donc inspecteur central de la pédagogie à l'éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, c'est enfin le jour J pour les élèves, mais pour vous aussi, hein, parce que c'est beaucoup de travail, toute une année charnière pour justement toutes ces épreuves que hier, donc, on a pu aussi vivre la joie et surtout récompenser les jeunes qui ont eu leur BM, l'examen de BM. Et puis bien sûr, aujourd'hui, c'est l'épreuve du baccalauréat. Oui, bien avant eux aussi ceux de la cinquième, oui. Oui, on appelle maintenant la cinquième. Et puis le BM, aujourd'hui, c'est le bac, c'est le processus normal d'une année scolaire. Donc, à la fin de chaque processus, il faut une évaluation de l'apprenant. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Pour vous dire simplement que les préparatifs pour ces examens ne se font pas le jour J, mais tout au long de l'année, dès qu'un examen est terminé, on commence à préparer l'année d'après et l'échéance d'après. Et tout le monde est mobilisé donc, pour le ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Le coup d'envoi a été donné de la wilaya de Tébessa ce matin avec Madame la ministre Nouria Ben Rabelit. Oui, donc maintenant, c'est une tradition pour nous. On donne le coup d'envoi des wilayas. Et à chaque fois, on choisit une wilaya, bien sûr. Et Madame la ministre sillonne tous les territoires nationaux pour justement donner cette confiance à nos élèves, à nos candidats. Et à tous les paliers. Ça a été fait pour la cinquième, ça a été fait aussi pour le BM, et aujourd'hui pour le bac. Et notre présence sur le terrain a été pratiquement toute l'année. On a accompagné nos élèves, on a accompagné nos enseignants. Et vous avez travaillé surtout à comprendre surtout le mécanisme, bien sûr, de ces épreuves-là pour pouvoir donc les rendre plus accessibles peut-être aux candidats. Effectivement. Au niveau du ministère et particulièrement au niveau de l'inspection générale de la pédagogie, on ne fait que ça. C'est-à-dire on est là pour justement travailler la pédagogie, essayer d'être au diapason avec tout ce qui se passe, que ce soit au niveau national ou international, et être peut-être au même niveau, aspirer à être au même niveau que les nations développées. Et nous avons donc décidé d'être présents et d'accompagner à tous les moments et pendant toute l'année tous les acteurs, si vous voulez, tous les concernés par le processus et par les examens, à savoir les enseignants qu'on accompagne pendant toute l'année parce qu'ils ont eux aussi besoin d'être accompagnés, d'autant plus que, comme vous le savez, nous avons un nombre très important d'enseignants nouveaux que nous avons... Parler de formation au sein de l'éducation nationale. Oui, nous avons pratiquement 260 000 enseignants nouveaux qui ont besoin d'être réellement accompagnés et pris en charge. Et c'est ce qu'on est en train de faire parce que finalement, l'objectif principal pour nous, c'est cet élève qu'il réussisse dans la vie, qu'il réussisse dans ses examens. Et donc, pour qu'il réussisse, il faut qu'il y ait un minimum de conditions. Bien sûr. D'ailleurs, toutes les conditions pour la journée d'aujourd'hui et de la journée, donc des journées de l'épreuve du bac ont été réunies pour que tout se passe bien. La DGSN aussi qui est présente aussi, comme chaque année, et bien entendu, on n'oublie personne. Toutes les catégories seront donc, en tout cas, prises en charge, prises en considération. D'ailleurs, l'épreuve commençait donc à 8 h du matin, mais la ministre, cette année, a laissé une marge donc jusqu'à 8 h 30. Jusqu'à 8 h 30. On a ouvert les centres à 7 h. Oui. Donc, de 7 h à 8 h, et puis on ferme à 8 h, et on laisse la marge de manœuvre, si vous voulez, entre 8 h et 8 h 30, pour qu'il n'y ait pas de, si vous voulez, de répétitif et de répétition par rapport à ce qui s'est passé, les années passées. Donc, c'est aussi une condition propice pour que l'élève soit mis dans... Les personnes aussi aux besoins spécifiques aussi ont été pris en considération. Toutes les couches. Donc, on a essayé de répondre réellement
à notre grandeur, parce que nous avons 9 millions d'élèves, nous avons un secteur très grand, nous avons un secteur un peu, si vous voulez, complexe et des fois compliqué. Donc on essaye tant bien que mal d'être au niveau et d'être bien sûr répondre aux aspirations de la société algérienne. Et justement par rapport à la DGSN et beaucoup plus, peut-être je dirais que le gouvernement algérien s'est mobilisé, s'est solidarisé, s'est investi pour cet examen du baccalauréat, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit le ministère des Télécommunications, que ce soit les corps de sécurité, donc tout corps confondu. Tout le monde est mobilisé et automatiquement, Moldar, c'est l'éducation nationale, on est mobilisé. Et surtout dans le sud du pays, notamment, dans les régions un peu éloignées, là où il fait très chaud aussi, donc les climatisations ont été aussi présentes, sont présentes. Oui, et puis on a donc les sujets ont été donc transportés par avion, militaire, etc. Donc tout le monde est là. Mobilisé pour cet enfant, pour cet élève, pour ce citoyen de demain. Et c'est tout à fait légitime qu'il demande de nous qu'on lui fasse ça, parce que c'est à lui demain que revient la responsabilité. Exactement. Alors, les institutions pénitentiaires ne sont pas en reste, bien au contraire aussi. Donc, ces élèves peuvent aussi passer leur baccalauréat en détention. Effectivement, ils sont en train de le faire. Donc, ils sont dans des centres, ils sont mis eux aussi dans des conditions normales. Et ils sont encadrés par des encadreurs, nos encadreurs, les encadreurs de l'éducation nationale qui sont là, qui sont présents. Nous avons un chef de centre. C'est comme plus de 4300 quand même candidats, hein, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais disons que ces gens-là ne doivent pas aussi être délaissés. Ils doivent être pris en charge, marginalisés. Ils doivent être aussi pris en charge, c'est leur droit. Et demain, ils seront réinsérés, si vous voulez, dans la société d'une manière plus peut-être normale et facile. Et nous aurons comme ça, de cette manière, gagné d'autres citoyens pour l'édification du pays. Les candidats sahraouis également passent leur bac tout à fait normalement avec la population algérienne. C'est l'un des principes fondateurs de la politique extérieure de l'Algérie. Donc le bon voisinage, la solidarité avec les gens démunis, les gens en difficulté d'ici ou d'ailleurs. Donc c'est les causes justes. On a été nous aussi aidés quand on avait besoin de ça. Et maintenant, on est dans nos documents officiels à partir de l'appel du 1er novembre, on a toujours été solidaires avec les peuples qui luttent pour des causes justes. Bien sûr, leur indépendance, bien sûr. Alors, il y a donc ces épreuves qui ont commencé aujourd'hui, et donc c'est le matin, donc l'épreuve par exemple, Tarbiya Islam, arabe, voilà. Arabe, et puis Tarbiya Islamia, l'après-midi. Voilà, l'après-midi. À partir de 14h30 Oui, à partir de 14h30, et je tiens à souligner que l'Internet est coupé pendant la première heure. Bien sûr. C'est juste la première heure, parce que vous savez, on a connu la mauvaise expérience de 2016. On a été peut-être pris au dépourvu, mais maintenant on a chat et chaud des créneaux. Donc, donc maintenant on a pris toutes nos dispositions. Et par l'intermédiaire de tous les secteurs, de tous les ministères qui se sont solidarisés avec nous. Voilà. Justement, c'est très dur pour un étudiant qui a travaillé toute une année, qui a vraiment sué pour pouvoir arriver à ce jour J et pouvoir avoir son bac tout à fait normalement et voir quelqu'un d'autre tricher pour pouvoir nous qui parlons d'équité, qui parlons d'égalité de chance, donc donnons la chance égale à tout le monde et évaluons objectivement, ayant des résultats qui reflètent réellement le niveau de nos élèves. Exactement. Et donc voilà, toutes les mesures sont prises, toutes les dispositions sont prises. Je tiens à souligner que le bonhomme qui a essayé, qui a fait la tentative
de frauder a été localisé, connu, reconnu, etc. pour la 5e. Donc je tiens à souligner et à faire un appel aux parents pour qu'ils jouent le rôle d'éducateurs et de... Ne soient pas tentés, ces élèves ne soient pas tentés. D'ailleurs, vous avez retiré les téléphones, donc Internet a été coupé pour durant la première heure. Tout pour éviter et surtout dissuader les élèves de parce pouvoir que vous savez, peut-être que l'opinion publique ne comprend pas qu'il y ait des fuites. Ce n'est pas des fuites. Bon, c'est vrai qu'en 2016, il y a eu une fuite, mais par la suite, il y a eu des diffusions. C'est ça. Et il y a une grande différence. La diffusion, elle vient après avoir distribué le sujet. Donc, quelqu'un mal intentionné qui prend le truc et l'envoie comme ça. Et les gens disent, bon, comment se fait-il qu'il y ait de la fuite, ils n'ont pas fait leur travail convenablement, alors que ce n'est pas, c'est-à-dire n'importe qui dans le centre peut faire la diffusion sur place, 5 minutes, 2 minutes peut-être après. C'est pour ça qu'on a coupé l'Internet pendant la première heure. Donc la diffusion, on a essayé de trouver limiter, des solutions. Voilà, exactement. Mais en tout cas, les épreuves vont s'étaler jusqu'à lundi, mardi. Voilà, oui, effectivement. Donc, pour la première fois, le samedi, oui, c'est fait sciemment. C'est fait sciemment pour que l'élève se fait de la décontentation, il va se reposer, il va reprendre son souffle. Et on a fait déjà l'expérience. Samedi, dimanche, oui, ça, et lundi. Oui, et lundi. Et je pense que avec, vous savez, on a fait la consultation juste avant juste avant le carême, mais bien avant le carême pour dire est-ce que vous êtes d'accord ou non pour que le bac se déroule pendant le carême ou après le carême. Le 4, parce qu'au début on a programmé pour le 4, 5, 6. Et par la suite, donc, avec concertation, avec ce qu'a connu le secteur, comme, si vous voulez, donc, il a eu une paralysie pendant 2-3 mois, donc on était obligé de faire ça. Et la pédagogie, si vous voulez, le ministère, par l'intermédiaire de l'inspection de la pédagogie, a pris toutes les mesures pédagogiques pour qu'il n'y ait pas de retard dans l'exécution des programmes. Et ça a été fait effectivement dans les wilayas qui ont été les plus touchés, à savoir Blida, Béjaïa et Tizi Ouzou, et quelques wilayas pour d'autres raisons. On a fait ce qu'on a appelé la régulation pédagogique. On a fait de la régulation pédagogique. Très bien. On est arrivé à la fin donc, de notre en tout cas interview. Merci beaucoup d'être venu. On souhaite bonne chance aussi à l'ensemble donc, des jeunes qui passent leur bac aujourd'hui, mais aussi à tous ceux qui surveillent, qui travaillent et qui veillent au bon déroulement de ces épreuves. Merci beaucoup, Monsieur Arra. C'est à moi de vous remercier et de dire aussi bon courage à tout le monde, à nos élèves, aux candidats au baccalauréat, et qu'ils prennent en exemple ceux de BE1. Inch'Allah. Voilà. Merci à vous. On se retrouvera peut-être pour les résultats. Ça sera quand les résultats du bac? Inch'Allah. Bon, ça sera peut-être... on est d'ici peut-être une vingtaine de jours. Inch'Allah. Bien que l'opération est assez lourde. Assez lourde, exactement. Et bien, ça vous me permettez de féliciter en tout cas ceux qui ont eu leur BEM. Donc il y a une liste qui va aussi féliciter donc, ces enfants. En tout cas, Madame Hanan Belkhiri, notre collègue, félicite son fils Misha Youssef pour l'obtention de son BEM. En tout cas, Mabrouk Ali. Madame Mouloudi Nassera félicite son fils Abdel Jalil et son neveu Jender Yazid pour l'obtention de leur BEM, ainsi que sa nièce Kerkouche Sofia pour l'obtention bien sûr de la 5e. Chiri Wissem, bravo à elle pour l'obtention de son BEM. N'oublie Yousra, n'oublie Doha également pour l'obtention de leur examen de BEM. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui passent des examens et tous ceux qui ont eu aussi leur examen de BEM et 5e. Merci à vous et puis on continue notre émission juste après, bien entendu.
Voilà, de retour sur notre plateau. Là, tout de suite, nous allons parler agenda culturel avec Lilia Benassar. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon réveil à tous. Comme encore une fois. Merci beaucoup. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Et puis, on a le plaisir aussi d'accueillir un jeune auteur et surtout éditeur. Il s'agit donc de Zindine Bounedjar. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Sahaïtkoum. Et je souhaite un bon courage pour les candidats du baccalauréat. Inch'Allah. Alors, vous qui avez vécu l'épreuve il y a bien longtemps, puisque vous êtes ingénieur en statistique, vous exercez dans votre domaine? Oui, j'occupe actuellement le poste de contrôleur de gestion au sein de l'entreprise nationale de la géophysique, ingénieur en statistique donc, et planification, option management des organisations et modèle de décision, et diplôme des études supérieures spécialisées contrôle de gestion. Donc c'est des conseils que vous donnez aux bacheliers aujourd'hui de choisir votre voie par exemple? Ne pas stresser comme moi aujourd'hui. Vous vous rappelez le premier jour de bac? Oui. Oui, c'était comment? Je n'ai pas eu le bac la première fois, la deuxième. Voilà, c'est en tout cas des conseils. Faut pas, il faut travailler, il faut y croire. Pour trouver un chemin plus heureux. Voilà. Vous vous rappelez de premier jour de bac? Oui. C'était stressant? Je n'ai pas eu la chance d'avoir le bac la première fois, mais je garde un bon souvenir du deuxième bac. Voilà, parce que le premier, on n'a pas d'expérience, on est trop stressé. Mais le deuxième, on a un petit peu plus d'expérience, donc on sait mieux y faire, on va dire. Voilà, exactement. En tout cas, bonne chance encore une fois à tous ces jeunes. Plus de 700 000 candidats ce matin. 700 000 candidats, exactement. Alors, en tout cas, celui qui nous réunit, c'est ce bel ouvrage, Inès, que vous avez réalisé. C'est le premier ouvrage que vous sortez. C'est ma première expérience pour réaliser un livre pour les enfants. Je commençais par écrire des poèmes au début et tout. Et après, j'ai eu l'idée de réaliser un livre pour enfants. Quand j'ai terminé à écrire cet ouvrage, donc j'ai contacté les maisons d'édition et j'ai eu une réponse favorable de la part d'une maison d'édition. C'est en Égypte. Voilà, égyptienne. Oui, égyptienne en Égypte. Donc, je me suis retrouvé pour la première fois une expérience. Oui, et c'est une première, et c'est donc vouloir réellement faire quelque chose pour les jeunes, pour les enfants. Pour les enfants. Alors, l'illustration et surtout le format du livre est assez attirant et original. Oui, c'est à eux de faire la conception et c'est à moi de donner mon avis et tout. D'accord. Donc j'étais content de travailler avec eux, ils sont sérieux, ils sont à la hauteur. Ils font même un travail de qualité comme vous voyez. Et puis on salue aussi votre belle initiative. Nous, c'est comme ça qu'on vous a connus. C'est avec cette belle initiative. Le jour de l'Aïd, vous avez distribué gratuitement ces ouvrages au niveau des hôpitaux pour les enfants. Pour les enfants de l'hôpital, oui. J'ai eu l'occasion de participer avec l'association ASEM. Avec Madame Boudrich qui nous a harcelé, qui a accepté que je participe avec eux durant le jour de l'Aïd avec les enfants. J'étais très content. Je suis fier d'eux parce qu'ils sont vraiment très courageux actifs, très courageux, etc. Donc c'est à moi de dire Barakallahu fiha parce qu'elle a dit avant-hier Barakallahu fik. Même les membres sont très actifs. Je salue tous. Voilà, et en tout cas, cette belle initiative d'avoir participé avec votre premier ouvrage, pour la première fois, vous avez voulu donc partager cela avec des enfants. Avec des enfants, oui. Parce que, écoutez, les statistiques font peur. Les enfants ne lisent plus? Oui, parce que 7 minutes en moyenne, les Occidentaux lisent les histoires par semaine. Contrairement à nous, contrairement au monde arabe, c'est 9 minutes par an. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Donc je voulais participer probablement pour diminuer, pour donner un plus. Faire aimer la lecture à ses enfants. Et c'est vrai qu'avoir un souvenir, peut-être sur un lit d'hôpital, et par la suite avoir à déclencher quelque chose chez ses enfants plus tard. Inch'Allah, parce que Inès, c'est une fille qui a vécu beaucoup de problèmes dans sa vie, beaucoup d'obstacles et tout. Donc par la suite, la leçon qu'on peut donner à travers cette histoire, c'est que par la foi, le courage,
l'éducation qu'on peut dépasser. Surmonter certaines épreuves. Exactement. Voilà, ça raconte l'histoire où un pays lointain comme ça, où les animaux commençaient à fuir. Exactement. Voilà. Et je commençais à citer une région en Algérie et je l'ai partagé avec eux. Voilà, et vous avez partagé avec eux. Alors vous êtes sur un autre projet aujourd'hui? Oui, je compte faire d'autres histoires pour enfants, Inch'Allah, et même un roman pour les adultes. Pour les adultes. Alors l'écriture continue pour vous? Oui, toujours. Alors ça vous donne envie d'aller de l'avant? Est-ce qu'en voyant les enfants, est-ce qu'en voyant autour de vous, vous avez envie justement d'écrire de plus en plus? L'inspiration, enfin, j'écris toujours par rapport à ce que j'ai vécu, et ce que je vois, qu'est-ce qu'on a besoin pour transmettre des messages, pour éduquer les enfants, pour donner de l'espoir et tout. Offrir ses enfants peut-être, surtout au niveau de l'éducation nationale, inciter peut-être les décideurs à instaurer peut-être cette envie de lecture. Au sein de l'éducation nationale. J'aimerais bien. Voilà, par exemple. Oui, j'aimerais bien participer à ça. Très bien. Bon, en tout cas, restez avec nous. On va donner l'occasion aussi à Lilia de nous donner des rendez-vous durant la semaine, surtout avec la fête de la musique, n'est-ce pas? Oui, bientôt. Donc des rendez-vous à ne pas rater. Commencer par 2 expositions, Spice of Life et le titre d'une exposition qui se tient actuellement au Bastion 23, réalisée par l'artiste Zafira Yassef. Elle est dédiée à la route de la soie et la route des épices. N'hésitez pas à aller découvrir cette belle exposition avant le 30 juin. Et puis du côté du musée d'art moderne, c'est une belle exposition qui se tient actuellement, une exposition qui regroupe les travaux de plusieurs artistes. Elle a débuté le 1er juin et elle est visible jusqu'au 15 août, un ensemble de peintures monumentales, donc murales sur plafond, à découvrir absolument du côté du musée d'art moderne. Cinéma pour les amoureux de 7e art, Rampage est en projection à la salle Ibn Zeydoun. Primatologue, découvrez les aventures de celui qui a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec des singes, ce soir à partir de 21h pour l'ultime projection. Et pour finir, nous allons parler musique avec 2 rendez-vous à ne pas rater. Le premier en rapport avec la fête de la musique, bien évidemment, à l'occasion donc du 21 juin, de la journée du 21 juin, un concert prévu jeudi soir à la place de la Grande Poste d'Alger, un groupe français qui entremêle musique électronique et world music avec des influences arabes et occidentales. Un beau spectacle en plein air le 21 à partir de 20h du côté de la place de la Grande Poste. Et un peu plus loin dans vos agendas, notez mercredi 27 juin, notez bien que Riles sera en concert au Théâtre de Verdure, la Diflissi, rappeur, auteur, compositeur d'origine algérienne qui fait un boom énorme en ce moment. Sur les toits, sur la toile. Sur la toile aussi. Donc le public algérien, les mélomanes algérois pourront le découvrir, je le disais, le 27 juin, mercredi prochain, au Théâtre de Verdure, la Diflissi. Donc un beau spectacle également qui attend les fans de cette musique au théâtre El Hadif ici, donc la fête de la musique. Et ce qu'il faut dire, c'est que plein d'autres concerts, plein d'autres soirées sont prévues le 21 juin. Bien sûr, et du côté de la médiatique, la nouvelle, donc le nouveau centre qui rayonne, la nouvelle Médina qui rayonne et qui fait donc la joie des enfants et des parents surtout, qui donne l'occasion à beaucoup donc d'artistes d'exposer dans l'exposition à travers la galerie d'art, mais aussi la scène aussi qui rassemble beaucoup d'artistes aussi qui vont se produire. Il y aura Hakim Salhi, il y aura les Freakland, et puis on vous donnera bien sûr d'autres dates et d'autres rendez-vous qui y sera, bien sûr. Tout à fait, Amel. Donc c'est la nouvelle tendance, on va dire. Donc une première représentation pour les artistes au sein de cet endroit qui va unir la musique, le cinéma, les arts plastiques également, grands et petits. Donc, et des ateliers pour les enfants. Oui, grands et petits pourront passer une agréable soirée, une journée et une soirée pour marquer ce 21 juin. Tout à fait. Notre invité a suivi, il va lui aussi faire son choix. Il va aller plutôt peut-être dans les ateliers avec les enfants, pourquoi pas, n'est-ce pas? Inch'Allah. Alors quand bien sûr on prépare comme ça, on sort un ouvrage, vous ça fait combien de temps que l'ouvrage est sorti? Ça fait le mois de novembre passé. Mois de novembre passé. Vous avez donc participé au Salon du Livre? Je n'ai pas eu l'occasion de participer parce que c'était trop tard. Trop tard, trop juste. Ouais. Donc j'ai participé à la Foire du Livre
au Salon international du livre du Caire. D'accord. Dont l'Algérie est invitée d'honneur. Donc j'avais l'honneur de participer avec ça. Et comment étaient donc les retombées? Il y avait du monde qui venait vers vous? Des questions peut-être? Non, je n'ai pas été là-bas, mais l'éditeur a exposé. A exposé mon livre là-bas. Très bien. Et sinon, ici en Algérie, quand on sort un livre, on a envie qu'il soit un peu plus visible. Donc vous l'avez présenté, vous en avez parlé autour de vous? Pas trop. Peut-être que c'est l'occasion. Aujourd'hui, on est donc les premiers à en parler. Oui, des rencontres avec des enfants, des ventes dédicaces, ça pourrait être sympa et permettre aux enfants justement de connaître l'ouvrage. L'auteur également. J'ai dédié ce travail à toute personne qui a besoin de beaucoup plus. Parce que je partage avec Madame Arsolé qu'on aide les gens. La pauvreté n'est pas juste financière, mais aussi d'aider les gens pour améliorer leur capacité intellectuelle. C'est vrai. La littérature enfantine aide l'enfant au développement de son langage, à construire son imagination, même pour développer sa curiosité et tout. Voilà. En tout cas, c'est une belle histoire qui nous invite à la découverte d'un monde merveilleux. Et ça, en tout cas, ça nous plonge dans un monde extraordinaire, le monde de l'enfance, bien sûr, de l'innocence, avec son lot. Donc, cette illustration aussi qui a été choisie par l'éditeur, bien entendu, que vous avez en tout cas acquiescé, vous avez accepté aussi, hein. C'est une belle histoire à découvrir, un livre à avoir absolument, et je suis sûre que ces enfants vont en garder un souvenir extraordinaire. Chacun de nous a eu un livre qu'on a pu garder et qu'on a eu plusieurs en souvenir. Plusieurs Voilà. Mais il y en a toujours un en particulier. Plusieurs, on se dit qu'on va le transmettre à nos enfants, à nos neveux, à nos nièces. Exactement. Ouais. En tout cas, je salue aussi l'initiative d'une dame qui raconte, qui a prêté sa petite terrasse et qui donne en Kabylie l'occasion à des enfants du quartier, à pouvoir se retrouver autour d'un livre et de la lecture. Ça, c'est de très belles initiatives. Merci à cette dame. Je ne me rappelle pas en tout cas de son nom, mais j'espère que je la trouverai pour pouvoir la saluer en tout cas à travers cette belle initiative. Merci à vous. Je rappelle donc Zindine Bounedjar. Bonne chance. Je vous remercie aussi. Merci pour l'invitation. Yatek Saha pour la belle initiative. Et bien j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir à travers d'autres rencontres médiatiques. Ça va, bien sûr. Et puis pourquoi pas le deuxième ouvrage. Voilà, Lilia, merci. C'est moi, merci à vous Amel. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi prochain pour d'autres rendez-vous. Inch'Allah. En attendant, bonne journée. Merci à vous aussi. Et puis quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous sur bien sûr Canal Algérie. Et puis on se donne rendez-vous demain à partir de 8h, 9h30. Bien sûr, à très bientôt. Bonne journée.